Bien, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment contente de venir vous parler de la relève entrepreneuriale. On parle naturellement de la relève aussi des entreprises existantes. On a fait une recherche à l'université il y a quelques années à laquelle j'ai participé sur la relève des nouvelles générations donc d'entrepreneurs, les X et les Y. Je pense que la plupart d'entre vous doivent être plus Y. Moi, je suis une X. Donc, par rapport aux boomers. Je le sais qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de prendre d'assaut le marché du travail bientôt, qui sont les Z. J'ai 3 enfants qui en font partie. Donc, je vais essayer de mettre un peu en parallèle les différentes caractéristiques de ces générations-là. Donc, au menu aujourd'hui, vous allez voir, j'ai des feuilles, mais je ne les suis jamais. Mais ça m'aide à au moins pas oublier de vous dire des choses. Au menu, je vais vous parler premièrement de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a l'air? C'est quoi l'entrepreneuriat aujourd'hui? Ensuite, les nouvelles générations d'entrepreneurs et les défis. C'est quoi les défis de la relève aujourd'hui? J'ai entendu des petits bouts de la présentation de monsieur juste avant moi qui vous parlait du plan d'affaires. Vous allez voir, on va dire des choses qui sont similaires, donc au niveau des conclusions. L'entrepreneuriat, plus que jamais. Vous êtes une génération où est-ce que vous avez grandi avec l'entrepreneuriat, la culture entrepreneuriale? En plus, là, ici, on est en Beauce. J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui viennent d'ici. C'est une région qui est reconnue pour être entrepreneuriale. Donc, il y a différentes initiatives. Le gouvernement du Québec a créé une stratégie de l'entrepreneuriat. Vous avez le défi aux entreprendre qui est présent, en fait, qui a juste changé de nom. C'est l'ancien concours québécois d'entrepreneuriat. Donc, il y a l'école d'entrepreneuriat aussi à Québec. Vous avez l'EEB ici, l'école d'entrepreneurship de Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'entrepreneuriat, qui fait en sorte que c'est valorisé aujourd'hui, ça devient un choix de carrière parmi tant d'autres. Vous avez de plus en plus d'initiatives. Si je peux juste vous parler, Adopt Inc., peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'Anne Marcotte, qui a été une entrepreneure, mais qui a ensuite continué d'évoluer dans le monde d'entrepreneuriat en le valorisant, puis en créant différentes émissions de télé, en étant présente aussi dans différents colloques pour parler de l'entrepreneuriat, là, avec Nicolas Davernois, qui est le fondateur de Pure Vodka. Donc, ils ont créé une espèce d'organisation qui s'appelle Adopt Inc., où ils mettent en relation des entrepreneurs de haut niveau, des gens d'affaires, avec des nouveaux entrepreneurs. Il y en a 5 qui ont été adoptés. Donc, si jamais ça vous intéresse pour les prochaines années, je vous invite à consulter leur site web. Ça vient avec du financement, avec du coaching, avec du soutien stratégique pour au moins 1 an. Vous avez Entrepreneuriat agricole, qui est une initiative de l'Université Laval, la faculté de l'agronomie et... excusez, c'est pas ma faculté. Faculté de... Exactement, sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, c'est un programme qui a été créé vraiment pour les producteurs, puis pour les gens qui vont prendre la relève dans les milieux agricoles et agroalimentaires. Donc, c'est une initiative qui a été faite en collaboration aussi avec les gens en entrepreneuriat de l'Université Laval. Donc, il existe plein de choses, et vous allez voir, il y en a encore là, dans les écoles, vous avez des initiatives. Donc, vous avez été, ou vous serez encore plus exposés. Là, vous avez la petite photo des dragons aussi, à la télé, que tout le monde connaît. Et vous avez aussi la petite photo de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Pourquoi? Pourquoi qu'on s'intéresse tant que ça à l'entrepreneuriat? Bien, en fait, l'entrepreneuriat, tantôt on parlait d'innovation, bien, c'est justement une des avenues de l'entrepreneuriat, c'est l'innovation, la créativité. On donne des cours de base en entrepreneuriat justement sur comment être créatif, comment arriver à innover plus. Parce que quand on est une entreprise qui n'innove pas ou qui ne se développe pas, bien souvent elle va stagner. Aujourd'hui, c'est plus qu'important de continuer d'avancer pour passer à l'action. C'est bien beau d'avoir des projets, mais à un moment donné, le passage à l'action, c'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. La persévérance. Développer une persévérance au niveau de ces projets, de les mener à terme, de les amener jusqu'au bout, pour apprendre à mobiliser des ressources. Parce que quand on se part en affaires, souvent on part avec des ressources limitées. C'est rare les gens qui vont partir avec des millions dans leur poche à dire hey, « moi j'achète une entreprise, puis j'ai déjà 1 ou 2 millions ». Assez rare. Pour créer aussi l'initiative, pour avoir aussi une vision, pour développer des idées.
pour trouver des solutions à des problèmes ou faire les choses différemment. Et création de valeur. L'entrepreneuriat sert souvent à créer de la valeur parce que c'est une richesse économique pour vos localités, puis pas seulement pour les personnes qui vont démarrer des entreprises. C'est quoi un entrepreneur? Là, je vous le demande. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire, c'est quoi un entrepreneur? Quelques petits mots? J'entends, mais pas fort. C'est quoi un entrepreneur? Oui? Oui, quelqu'un qui gère une entreprise? Un créateur. Sylvie, elle va donner toutes les réponses. Quelqu'un qui va au bout de ses idées. En fait, ce sont tous des super bonnes réponses. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais il n'y a pas si longtemps, l'entrepreneur, on le voyait comme Superman. Hein? Un super héros. Hein, ça rendait le métier un peu inaccessible, puis on les mettait sur des piédestals. Hein, des gens qui ont une force qui est peu commune, qui est au-delà de tout le monde, qui fait plein de choses en même temps, puis qui est bon dans tout ce qu'il fait, puis qui fait toutes les... qui va être capable de gérer toute son entreprise de main de maître. Mais en fait, je suis contente de vos réponses. Ça veut dire que la vision change avec le temps. La culture réussit à remettre les choses en place. Parce qu'un entrepreneur, souvent, c'est quelqu'un, et si vous en connaissez, là, puis je pense que vous avez un panel cet après-midi, souvent, ils se considèrent comme des gens bien ordinaires. Bien ordinaires, mais souvent, ils ont accompli des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des opportunités quelque part. Hein? Ils ont été capables d'évaluer le potentiel de ces opportunités-là et surtout, ils ont été capables d'agir pour les concrétiser. Donc, le passage à l'action est super important quand on est entrepreneur. D'être capable de mobiliser des ressources, de les faire grandir, hein, d'arriver à développer nos idées puis de la faire cheminer pour que ça arrive à quelque chose de concret et d'être capable d'aller chercher les sous. Mais pour aller chercher les sous, comme j'entendais tout à l'heure, bien, quand on est bien préparé, qu'on est capable de bien se vendre, qu'on est convaincu, bien souvent, ça va venir. Donc, il y a plusieurs avenues quand on se parle en affaires. Hein. Vous avez la création, naturellement, d'une nouvelle entreprise, mais ce n'est pas la seule avenue pour devenir entrepreneur. Vous avez aussi la reprise d'entreprise, qu'on vous parle probablement beaucoup, étant donné que c'est l'actualité met de l'avant le fait qu'il va manquer des entrepreneurs, et ça dans tous les domaines. Oui, en agriculture, mais aussi dans pas mal tous les autres domaines. Il y a aussi l'entrepreneuriat. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais l'entrepreneuriat, c'est quand on a des caractéristiques entrepreneuriales, puis qu'on est dans une entreprise, on est salarié, mais on est capable de mener des projets à terme que nos patrons nous donnent parce qu'on est super dynamique, on est capable de mobiliser des ressources, puis qu'on amène de l'innovation aussi dans l'entreprise. Donc, c'est une autre avenue. Donc, il y a plein de moyens de faire bénéficier nos capacités entrepreneuriales dans les entreprises. Quelques mythes. On va voir s'ils sont encore bons, ces mythes-là. On est entrepreneur, on ne le devient pas. Qui est d'accord avec ça? À main levée, là. Qui est d'accord avec ça? On est entrepreneur, on ne le devient pas. Soyez pas gênés. OK? Ça veut dire que toutes les autres, vous pensez qu'on peut apprendre à devenir entrepreneur? En fait, c'est pas mal plus cette conception-là qu'on a, parce que sinon, on ne donnerait pas de formation en entrepreneuriat. Hein? Si on essaie entrepreneur, ça ne donnerait absolument rien de former les gens à devenir entrepreneurs parce qu'ils ne pourraient pas le devenir. Donc, oui, il y a des caractéristiques, par exemple, qu'on peut avoir de façon innée. Mais moi, je suis le premier exemple où je n'avais aucune caractéristique entrepreneuriale. À mon bac, oubliez ça, je ne faisais aucune présentation orale. J'étais gênée. Je ne voulais pas m'impliquer. J'étais super discrète, puis très, très, très low profile. Hein, j'étais assise dans le coin là-bas, là, puis... avec le temps, avec l'expérience, avec le développement de compétences, qui fait qu'aujourd'hui, j'enseigne, je suis capable et je suis très à l'aise devant un public. Et même, j'ai travaillé, j'ai côtoyé des entrepreneurs, puis je vous dirais que j'ai développé un profil entrepreneurial assez intéressant qui fait en sorte que j'ai failli racheter une entreprise il y a 2 ans. Ça n'a juste pas marché. Des petites problématiques au niveau de la transmission, mais ça, c'est correct. C'est de l'expérience. Donc, nous, on croit, en tout cas, qu'on peut le devenir. Parce qu'il y a des gens qui ont les caractéristiques qui ne deviendront jamais entrepreneurs, et au contraire, il y a des gens qui vont développer ces caractéristiques-là, des aptitudes, des connaissances, des compétences au fil du temps.
Un entrepreneur, ça prend beaucoup de risques. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, levez la main, juste pour que je vois. Oui? Tu n'as pas le droit de donner les réponses. C'est le caméraman, en plus. Mais là, il va donner la réponse. Oui, effectivement, un entrepreneur, ça prend des risques, mais ça ne prend pas des risques la tête baissée, puis ça ne se lance pas dans le tas en ne sachant pas qu'est-ce qu'il fait. Un entrepreneur, il va prendre des risques calculés. Le risque, puis le risque va changer en fonction de l'individu, vous savez. Hein, les risques ne sont pas pareils pour tout le monde. La situation dans laquelle il se trouve, les ressources qu'il possède, va faire en sorte qu'il va prendre des risques plus ou moins grands, et le type d'entreprise aussi qui démarre ou qui rachète. Donc, oui, il va prendre des risques, mais ce sont des risques qui sont souvent calculés. L'argent, est-ce que c'est l'élément le plus important quand on démarre une entreprise ou qu'on rachète une entreprise? Oui, levez la main. On va commencer. Ceux qui pensent que l'argent, c'est ce qui est le plus important, levez la main. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Un petit peu. Fait que les autres, vous pensez que l'argent, ce n'est pas l'élément le plus important? En fait, l'argent, effectivement, c'est un élément qui est incontournable quand on démarre ou qu'on rachète une entreprise. Cependant, ce n'est pas le seul et surtout pas l'élément le plus primordial dans un... Oui, ça prend de l'argent. Ça prend effectivement un montant minimum ou de la liquidité minimum pour acheter une entreprise. Mais si vous êtes un entrepreneur qui est bien entouré, et là, je reprends les mêmes mots parce que c'était dans ma conférence aussi, savoir bien s'entourer, être convaincu de son projet, être convaincu de son potentiel, être convaincu qu'on est capable d'aller chercher les ressources nécessaires quand on va en avoir de besoin, puis de les avoir autour de soi. Je vous le dis, ça, c'est pas mal plus, ou ça a le même poids que votre capacité financière. Qui vous êtes, puis comment vous êtes capable d'utiliser vos ressources, c'est aussi important que l'argent. Parce que ce n'est pas parce que vous partez avec beaucoup d'argent que ça va nécessairement assurer la réussite de votre entreprise. Ensuite, dernière petit mythe, est-ce que l'innovation, c'est une question de technologie? Oui, j'entends oui, puis j'entends non. En fait, l'innovation technologique, c'est un type d'innovation. Mais je peux vous dire qu'il existe plusieurs types d'innovation. Par exemple, si vous êtes dans le domaine agricole puis que vous élevez des animaux et que vous développez votre propre recette qui va faire en sorte que vos animaux vont être plus productifs ou qu'ils vont être meilleurs ou peu importe ce que ça leur amène, bien, vous allez avoir innové. Vous allez avoir développé quelque chose qui améliore en étant créatif. Donc, vous allez avoir utilisé peut-être un agronome, peut-être des gens autour qui vont vous avoir aidé à innover. Donc, ça, c'est une forme d'innovation aussi. Si vous avez des employés et que vous développez des nouvelles façons de leur permettre, au niveau du travail, soit au niveau des horaires, au niveau des services que vous leur offrez ou qu'ils peuvent avoir dans l'entreprise, bien là, vous allez avoir innové aussi. Donc, l'innovation, elle peut se faire, oui, au niveau technologique, avoir des nouvelles machines pour vous aider, qui aident à améliorer la performance de votre entreprise, mais il y a plein d'autres façons d'innover. La créativité, c'est la base de l'innovation. Quand on démarre une entreprise, on a des ressources limitées. Les ressources limitées, souvent, vont favoriser la créativité parce que vous devez faire plus avec moins. J'en ai vu plein d'entrepreneurs qui ont fait des miracles avec le peu de ressources qu'ils avaient parce qu'ils ont été créatifs. Ils ont innové dans leur domaine. Et ça, là, c'est possible dans tous les domaines. Donc, l'innovation, vous pouvez innover tout le temps. Maintenant, on en vient aux générations. Hein, les différentes générations d'entrepreneurs, on a séparé, en fait, c'est basé sur des éléments démographiques puis des éléments historiques. Fait que vous voyez que les différentes générations, ce n'est pas une question d'une période de 20 ans puis une autre période de 20 ans. Hein, les boomers sont plus nombreux que les X. Les X, on est un petit peu moins nombreux. On est la génération sandwich là, qui appelle. Là. Donc, vous avez les différentes caractéristiques. On sait que les boomers, là, c'était des gens qui voulaient changer le monde. Hein? C'est du monde qui était optimiste, qui était rêveur, qui était idéaliste et motivé. Donc, souvent, ces gens-là sont rentrés, ils ont participé beaucoup à l'évolution de notre société. Les X, eux, ils ont vu leurs parents qui travaillaient beaucoup, souvent, ils ont vécu les divorces de leurs parents. Donc, la conciliation travail-famille est devenue super importante.
Et l'équilibre aussi au niveau des tâches. Donc, je peux vous dire que chez nous, mon chum en fait autant que moi dans les tâches ménagères. Hein, je suis une X. La génération Y. La génération Y, c'est une génération qu'on dit souvent qui va ressembler beaucoup aux boomers. Ils remettent les choses en question, comme les boomers l'ont fait dans le temps. Ils sont socialement actifs. Vous allez être d'accord avec ça. Hein? Et ils ont une bonne estime d'eux-mêmes parce que souvent, ils viennent de familles beaucoup plus réduites où ils ont été valorisés par leurs parents. Et sont multitâches. J'ai dans mes cours beaucoup d'ordinateurs. J'enseigne avec... je fais face à beaucoup d'ordinateurs, mais croyez-moi, quand je pose des questions, les étudiants, même s'ils sont sur l'ordinateur, sont capables de me répondre. Et ils recherchent surtout à maximiser les expériences, donc à vivre des expériences. Hein? Et non seulement à acheter un produit. Ils veulent l'expérience qui vient avec. Je vais prendre mes notes pour au niveau, parce que j'ai pris des petites notes au niveau de la génération Z, qui viennent d'une étude qui vient des États-Unis, d'une agence de New-Yorkaise, mais je trouvais que c'était super intéressant. En fait, on dit que les Grecs là, sont plus nombreux que les... Non, pardon, pas les Grecs. Les Z. Les Z, on parle de ceux qui ont 20 ans et moins. Plus nombreux que les Grecs, donc ça va être une génération là, qui, elle, porte sur 20 ans, sont plus matures. Ils sont plus matures parce que souvent, ils ont été mis en contexte et en lien avec l'Internet, avec tout ça. Donc, au niveau de l'information, la diversité de ce qui existe dans le monde fait en sorte que souvent, ils sont beaucoup plus matures dans leurs choix. Ils sont plus impliqués socialement, qu'on dit. Ils font plus de bénévolat dans leurs écoles, dans leur milieu. Ils sont très ouverts et collaboratifs. Mais ça, c'est une caractéristique qui, nous, dans notre étude, correspond bien aussi au Y. C'est une génération très collaborative. On dit, et c'est avec joie qu'on voit ça, c'est une génération entrepreneuriale. Donc, c'est une génération qui a beaucoup l'intention d'entreprendre et qui veulent être leur propre patron. Donc, ça, c'est bon pour les gens qui sont en entrepreneuriat comme nous. Et c'est des gens qui sont très préoccupés par l'environnement. Et ça, on le voit, ça découle aussi, les Grecs aussi, il y a comme une espèce de développement durable et tout ça, c'est toutes des choses qui les intéressent puis à laquelle ils veulent intégrer dans leurs entreprises ou quand ils sont entrepreneurs. Pardon. Donc, les valeurs qu'on retrouve qui sont distinctives, au niveau du travail, autant avant, c'était la centralité du travail au niveau des boomers. Hein, le travail était super important. C'était comme ça qu'ils se définissaient. Aujourd'hui, les jeunes, même les X puis les Grecs, mais eux, le travail, ils recherchent un équilibre. Un équilibre entre, pas nécessairement famille et travail, mais c'est entre vie personnelle et travail. Hein, ils veulent être capables de profiter de la vie. Au niveau de la famille, bien, étant donné qu'ils ont eu beaucoup les parents sur le marché du travail, comme je viens de dire, ils recherchent un certain équilibre. Au niveau du travail en équipe, on voit beaucoup de collaboration. Donc, être capable de bien s'entourer. On a tapé sur le clou pendant des années pour les entrepreneurs, puis leur dire, bien, entourez-vous bien, allez chercher les bonnes ressources. Bien, les Grecs, ils n'hésitent pas en tout à utiliser les ressources qu'ils ont autour d'eux. Donc, ils sont plus portés à y aller. Peut-être qu'il y en a plus qu'avant aussi, mais ça fait en sorte qu'ils sont capables de s'entourer et de travailler en équipe. Puis ils vont souvent démarrer des entreprises en équipe aussi et reprendre des entreprises en équipe. La relation avec le temps, bien, on ne se cache pas, hein, l'instantanéité avec les technologies est très recherchée. Donc, on est dans des visions qui sont beaucoup plus court terme. Hein, des fois, moi, quand j'écris à mes étudiants, si je ne leur réponds pas en dedans de 24 heures, c'est la catastrophe. C'est comme si je n'avais jamais eu le courriel. Au niveau des tâches, hein, la réalisation de la tâche là, des nouvelles générations, ils sont plus dans le résultat et non de comment je suis arrivé au résultat. Donc, donne-moi un objectif, hein, je vais le réaliser, puis comment je vais le faire, ça m'appartient. Donc, ils veulent être évalués sur le résultat et non sur le comment. Et au niveau du style de gestion, c'est une génération qui est beaucoup plus participative dans sa gestion, recherche la collaboration de ses employés par rapport à l'autorité. Donc, autant la génération avant était plus autoritaire, directive dans la façon dont ils géraient leur entreprise, mais les nouvelles générations sont beaucoup plus collaboratives. Bien, naturellement, l'environnement est différent. Hein? On s'entend que les boomers, ils ont évolué dans un environnement qui n'avait pas nécessairement de technologie. Et même moi, tu sais, dans le temps que j'ai fait mon bac, là, peut-être pour vous, ceux qui sont de ma génération vont le connaître, mais tu sais, l'ordinateur avec l'imprimante, j'imprimais mes travaux, là, les feuilles étaient toutes attachées ensemble, avec des petites roulettes, des trous. Puis quand j'avais tout mon travail, il fallait que je détache toutes mes feuilles. Puis
Mais c'était ça. C'était ça chez nous. C'était mon ordi personnel. Puis moi, j'allais à la bibliothèque faire mes recherches, parce que je n'avais pas accès à Internet. C'est pas il y a si longtemps que ça, là, on ne parle pas d'il y a 40 ans. On parle d'à peine 15 ans max. Donc, les choses vont vite. Donc, c'est un environnement qui est changeant. Souvent, le monde qu'on parle, même moi qui est une X, je vous parle de ça, puis pour vous, ça ne vous dit absolument rien. Ce n'est pas un monde que vous connaissez. Fait qu'imaginez les boomers, là, ceux qui sont présentement à la tête d'entreprise, qui voient arriver les nouvelles générations qui n'ont pas du tout le même schéma de référence en termes d'environnement de travail. Donc, beaucoup de changements, la mondialisation aussi qui s'est faite à travers les années, la technologie qui permet justement de voir tout ce qui se passe à travers le monde et un environnement qui est quand même assez turbulent parce qu'il évolue hyper rapidement. Donc, les choses vont vite. Ils vont vite parce qu'on a une ouverture, ils vont vite parce que les technologies, ils vont vraiment, vraiment rapidement. Est-ce que vous auriez pensé, il y a 5 ans, qu'on aurait une voiture qui se conduit tout seul? Il y a 5 ans, là. Aujourd'hui, bien oui, la Tesla, tout le monde connaît, mais il y a juste 5 ans. Moi, je n'aurais jamais pensé ça. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a pas juste Tesla, il y a Ford aussi qui sont rendus avec une technologie qu'ils veulent intégrer dans leur voiture pour qu'elle se conduise tout seul. Fait que d'ici 3-4 ans, là, vous allez voir tout ce qui va se développer par rapport à ça. Donc, les Grecs, ce qu'on remarque, puis ce que notre étude nous a démontré, c'est qu'ils sont beaucoup plus scolarisés. Bon, l'accès aux études est beaucoup aussi plus facilitant que dans le temps. L'association de partenaires, ça, c'est dans la recherche d'équilibre. J'ai des collègues qui sont en affaires. En fait, une de mes collègues en affaires qui dit « Mais moi, je suis partie avec 2 autres personnes parce que j'étais jeune. Je savais que je voulais des enfants. Je voulais prendre un congé maternité éventuellement. » Fait qu'ils sont partis à 3. Puis là, ben, ils planifient le fait qu'ils ne tombent pas tout enceintes en même temps. Là. Mais ils se permettent donc d'être à plusieurs pour avoir un équilibre de vie, pour pouvoir justement bénéficier des avantages de « je ne vais pas travailler tout le temps, mais je suis capable aussi de prendre du temps pour ma famille ». Donc, l'association, souvent, est préférée. Plusieurs projets. Hein? Les Grecs sont capables de voir, de visualiser. Ils ne sont pas juste dans une vision, comme on disait, à long terme, ils sont dans du court terme. Fait que tous des projets qui peuvent se rattacher à leur projet principal, de l'acquisition, le développement d'un nouveau marché, d'un nouveau produit. Fait que ça rend l'environnement super intéressant et très innovant. Ils sont davantage créateurs que repreneurs. C'est ce qu'on remarque. Donc, ils préfèrent partir leur propre entreprise avec leurs valeurs, avec ce qu'ils veulent faire, que de reprendre une entreprise. La conciliation travail-vie personnelle est importante, on en a parlé, sauf qu'elle n'a pas d'impact sur la prise de décision. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire autant d'heures que n'importe quel autre entrepreneur, des boomers, du 70 heures, 80 semaines, ils sont capables de le faire au besoin. Mais ils ne le feront pas, ça ne sera pas un mode de vie. Ils vont le faire parce que c'est une passe, mais ils vont s'organiser rapidement, soit pour embaucher, soit pour structurer leur entreprise différemment pour ne plus avoir à le faire. Et ils sont tournés vers l'innovation puis les nouveaux modèles. Donc, étant donné la mondialisation, il y a beaucoup de gens qui regardent ce qui se fait ailleurs puis essaient de l'adapter ensuite à leur entreprise. Et ils utilisent les services pour se faire accompagner, plus que les boomers. Donc, on disait tantôt savoir bien s'entourer. Donc, il existe plein de choses. Et ils sont très ouverts à aller chercher ce genre de service-là. Je le vois moi-même en cours, il y a des étudiants qui viennent me voir pour que je les aide aussi puis que je les conseille. Donc, ils sont prêts à utiliser tout ce qui existe. Oui, il y a des différences entre les générations, particulièrement entre les boomers puis les Grecs, étant donné que les X, on est comme une toute petite partie et on a beaucoup de caractéristiques, soit avec une ou avec l'autre des générations. Au niveau de la formation, de la façon dont on y approche l'accompagnement et le mentorat, et les valeurs de respect et de dépassement de soi. Vous savez, dans le temps, réussir, c'était faire seul. Mais aujourd'hui, pour les X, réussir, c'est pas faire seul, c'est faire en équipe. Il y a des réalités partagées, cependant. Les motivations à se lancer en entreprise puis à entreprendre sont souvent similaires. Les obstacles aussi. Les obstacles rencontrés en entreprise, souvent, sont similaires. C'est pour ça que le mentorat fonctionne si bien. Hein, de se passer de l'expérience puis de bénéficier de l'expérience des autres. La nature des projets aussi
échangeante. Comme je vous disais tout à l'heure, les Grecs sont beaucoup axés sur le développement durable, à vouloir faire en sorte qu'ils contribuent d'une certaine façon, mais au niveau environnemental et social. C'est quoi, à ce moment-là, les défis quand on veut reprendre une entreprise? Moi, je les ai vécus. Je vous ai dit, j'ai essayé de reprendre une entreprise il y a 2 ans, puis je les ai vécus un peu, ces défis-là. La relation qu'on a entre un sortant, un propriétaire sortant, puis des nouveaux propriétaires qui entrent. Les différences intergénérationnelles. On vient de vous dire, les valeurs ne sont pas exactement pareilles. Ils n'ont pas le même schéma de référence. L'environnement social est différent. Donc, il y a des différences intergénérationnelles et l'émotivité. Y en a-t-il qui font partie d'entreprises familiales ici? Sûrement. Hein? C'est difficile de gérer, d'avoir à être avec ses parents. Puis là, c'est oui, ton père et ta mère que t'aimes, mais en même temps, ça devient une personne qui est ton boss. Puis là, toi, tu veux prendre plus de place. Puis là, les autres, ils ne veulent pas nécessairement t'en laisser. Il y a des fois des perceptions qui sont différentes. Puis il y a de l'émotivité là-dedans. Donc, ça vient complexifier beaucoup. C'est un défi et ça vient complexifier le processus. Développer une vision stratégique. Ça, quand on est 2 dans une entreprise avec justement 2 visions différentes, ça devient aussi, ça peut être un problème. Mais il faut être capable de se projeter dans l'avenir. Souvent, les cédants, ils sont là, ils ont l'expérience. Ils ont passé à travers des crises, des cycles de vie de l'entreprise. Donc, ils ont un bagage qu'ils sont capables d'amener à l'entreprise pour la projeter encore plus dans le futur. Puis, les jeunes arrivent avec l'énergie, la créativité, l'innovation. Donc, quand on est capable d'arrimer ces 2 choses-là ensemble, c'est sûr que l'avenir stratégique de l'entreprise peut prendre un beau tournant ou pouvoir continuer dans le temps. Voir évaluer, saisir des opportunités, souvent, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est un enjeu également. La capacité du repreneur à s'approprier son rôle, de prendre sa place. C'est difficile des fois. C'est difficile si on n'ose pas, on ne veut pas faire mal, on ne veut pas trop aller vite, on veut... c'est quoi aller trop vite ou aller pas assez vite? Respecter le rythme du cédant. Des fois, le cédant, oui, est prêt à transférer, mais pas en 1 an. Il est prêt à le faire, mais il veut garder une place dans l'entreprise. Il est prêt à le faire, mais il aimerait ça peut-être continuer soit au niveau stratégique, soit au niveau opérationnel, faire ce qu'il aime, se sentir utile. Et la capacité à communiquer. Pas facile. La communication. C'est ça c'est pas facile dans un couple. Fait qu'imaginez dans une entreprise. Fait que la communication, souvent, pour qu'elle soit harmonieuse, puis d'être capable, la capacité à dire les choses, puis à dire les choses correctement, dans le respect, c'est pas toujours évident. Donc ça, ça fait partie des défis. Les facteurs de succès, comme le plan d'affaires, la préparation. La préparation est essentielle. Pourquoi qu'on veut se préparer? Parce que souvent, ça nous permet d'avoir une vision différente puis une perception des choses qu'on n'avait peut-être pas au début. Quand on prend de l'information, on se rend compte que, tiens, finalement, ma perception change. Je deviens plus ouvert. Fait qu'autant du point de vue de l'organisation que du point de vue de la stratégie et du point de vue personnel aussi. Et ça, c'est des 2 côtés, autant du cédant que du repreneur. Donc, la préparation des 2 est essentielle. Assurer la transmission du savoir-faire. Savoir-faire, là, c'est pas juste comment la machine elle marche, le technique, là, puis probablement que vous êtes déjà au courant de comment ça fonctionne. La machinerie, si vous êtes dans une ferme, comment on nourrit les animaux, à quelle heure, tout ça, vous savez déjà tout ça. Mais tout le transfert stratégique puis le transfert managérial, peut-être que non. Fait que ça, c'est des choses qui sont plus difficiles à transférer parce que ça veut dire transférer des responsabilités, faire confiance, puis ça, c'est un petit peu plus difficile à aller chercher. Mais ça se fait avec du temps, justement, qui est là. Donc, non seulement avoir une vision commune de l'entreprise quand on veut transférer une entreprise, puis qu'on veut acquérir une entreprise, d'avoir une vision commune de où est-ce qu'on la voit. Ça, c'est en discutant naturellement, se donner du temps. Oui, on est pressé, je vous comprends. Là, moi aussi, quand j'ai passé 2 mois dans l'entreprise que je vous dis que j'ai voulu racheter, puis j'étais prête à dire, moi, l'entrepreneur, là, finalement, ça ne me dérange pas, ça ne reste pas trop longtemps. Parce qu'on n'avait pas de vision commune. On avait des visions qui étaient divergentes de l'entreprise.
Fait que pour assurer une belle continuité puis une harmonie, la vision commune est importante. Ensuite, la clarification des rôles. Hein, vous savez, quand on ne sait pas vraiment, tu rentres comme nouveau dirigeant, le dirigeant actuel est là, on ne sait pas trop, toi, tu fais quoi, les employés se rapportent à qui? Hein, ça peut être mêlant autant pour le repreneur puis le cédant, qui s'ils ne savent pas trop jusqu'où ils peuvent aller dans leur rôle, que les employés, c'est qui mon boss maintenant? Fait que ça peut faire mal à l'entreprise parce que ça peut jouer sur la performance. Donc, l'important de savoir, bien, moi, mes forces sont dans quoi, puis qu'est-ce que tu aimes faire, puis qu'après ça, bien, les rôles sont vraiment clairs pour tout le monde, puis après ça, on le communique. Donc, ça, c'est vraiment un facteur de succès. On est encore dans la communication. Hein? Le respect et la communication efficace. Le respect, je vous dirais, écoutez, j'ai rencontré beaucoup de repreneurs, puis c'était toutes des entreprises où la transmission avait fonctionné. Puis ce qui revenait souvent, là, c'est que le nouveau repreneur disait, moi, là, j'ai énormément de respect pour le cédant. Il revient ici quand il veut. Il a fait tellement, c'est lui qui a amené l'entreprise où elle est aujourd'hui. Moi, je l'amène à un autre stade. Mais le fait qu'il y ait un respect, ça faisait en sorte qu'il y avait une place pour tout le monde. Donc, il ne faut pas oublier que quand on reprend une entreprise existante, elle est existante. Elle a déjà un vécu, elle a un historique. Fait qu'il faut être capable d'avoir un certain respect pour ça, puis se dire, bien oui, il y a des choses, les erreurs, là, je vous le dis, tout le monde va en faire. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend aussi dans la vie. Fait que de respecter que le cédant, bien oui, il y a un rythme qui est peut-être plus lent que le nôtre, oui, il y a des choses qui font que vous n'êtes pas d'accord, mais si c'est fait dans le respect puis qu'on est capable de le communiquer, souvent, on va avoir une harmonie. En fait, on risque d'avoir plus d'harmonie. Et se faire accompagner. Se faire accompagner. Vous savez, une transaction, quand on fait une transmission d'entreprise, la partie la plus facile, là, c'est la partie que vous allez faire avec le comptable, avec l'avocat. Tout est hyper procédural et légal. Mais toute la partie émotive, communication, harmonie, là, Sylvie, elle va faire... Sylvie a fait ça, elle accompagne des gens pour gérer tout cet aspect-là, le non-transactionnel, tout ce qu'on appelle là, du mou, là, qu'on peut pas, on peut pas dire de l'émotivité, bien, on peut l'écrire ou on peut la mettre, on peut pas mettre la main dessus, mais c'est la partie la plus difficile à gérer. Gérer les attentes de tout le monde, gérer pour que tout le monde soit heureux puis que ça soit gagnant-gagnant, et non que les gens se sentent lésés dans cette transaction-là. Donc, il existe de l'accompagnement là-dedans pour aider à faire quelque chose où tout le monde est heureux. Puis surtout, quand on est en famille, qu'on soit quand même capable d'aller souper ensemble le dimanche soir puis de passer des Noëls ensemble. C'est triste quand les familles sont brisées à cause d'une transaction. Donc, en conclusion, peu importe que vous soyez un créateur, un repreneur, un producteur, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous voulez opérer, hein? Le monde des affaires a évolué et il va continuer d'évoluer. Hein? On est dans un environnement qui est turbulent, on est dans un environnement qui est changeant et tout évolue. L'innovation, donc, est super importante. De se tenir informé de ce qui se fait. Hein? Si vous êtes dans de la production de céréales, bien, de savoir c'est quoi les nouvelles techniques, c'est quoi les nouvelles façons de faire, c'est qu'est-ce qui se fait de nouveau dans mon domaine d'activité. Donc, d'être au fait de ce qui se passe dans votre domaine d'activité. Ça ne veut pas dire de passer 3 heures par jour sur Internet, mais il existe plein de choses que vous pouvez consulter facilement et vous avez plein d'organisations dans vos domaines d'activité qui sont là pour ça puis qui sont justement capables de vous donner cette info-là. Il faut développer des compétences stratégiques. Hein? Les jeunes, vous êtes plus formés, vous avez une formation souvent de base qui est supérieure. Donc, d'aller chercher, puis si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave. Si vous êtes capable de bien vous entourer, puis d'aller chercher ces compétences-là ailleurs, fine. Vous n'êtes pas obligé d'être bon dans tout, si vous êtes capable de bien vous entourer. Et, ça termine la formation, l'accompagnement. Hein, il en existe de toutes les sortes. Vous avez accès à plein de choses. C'est de trouver la bonne pour vous qui fonctionne avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec jusqu'où vous voulez aller pour faire de vous des meilleurs entrepreneurs. Un bon entrepreneur, souvent on dit, si l'humain est équilibré, qui est capable, qui est heureux, souvent ça va faire un bon entrepreneur.
parce qu'il va être capable justement d'être solide dans son entreprise, d'être là pour ses employés, d'être là, il va avoir de l'énergie. Fait qu'il faut prendre soin de l'humain avant de penser à prendre soin de l'entreprise. Donc, ça termine ma conférence.